deux lignées civilisationnelles. Lorsque nous disons que nous sommes africains, ce n'est pas un problème de parce que nous sommes noirs ou parce que nous sommes nés en Afrique. C'est tout simplement la question est la suivante. Quel est le projet civilisationnel que l'Occident a pour le monde en général et le monde noir? Quel est le projet civilisationnel que l'Asie a pour l'humanité et pour le monde noir en particulier? Quel est le projet civilisationnel que les Arabes ont pour le monde noir et pour l'humanité, les Juifs aussi pour l'humanité et pour le monde noir? Et quel est le projet civilisationnel que l'Afrique a pour l'humanité et pour les Africains d'une façon générale? Et c'est quand on a allumé le journal de 20h et qu'on voit les projets civilisationnels de tout le monde que nous avons décrété qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons soutenir le projet civilisationnel de l'Afrique. Parce que c'est le seul qui dit nous allons célébrer la vie et pas détruire la planète. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Comme le dit le professeur, c'est effectivement ça. Donc on va essayer de commencer sans tarder avec la bénédiction des anciens qui sont là. Et le thème qu'on va aborder ce soir, ça s'appelle la philosophie africaine. La philosophie africaine, donc le mot philosophie, c'est un grand mot aujourd'hui dans le monde entier. Quand je dis dans le monde entier, c'est-à-dire tout le monde qui utilise le paradigme occidental trouve effectivement le mot philosophie, c'est un grand mot, tellement grand qu'il n'est pas accessible à tous. C'est-à-dire il y a des gens qui disent que la philosophie c'est trop pour moi, donc c'est pas quelque chose pour moi, ça c'est donné juste à la grande personne des grandes pensées, donc ce n'est pas accessible. Maintenant, quand on prend le mot dans le paradigme africain, même s'il n'est pas petit, le mot, ce n'est pas un mot si extraordinaire qui fait qu'il n'est pas accessible. Chaque peuple, chaque personne utilise nécessairement ce qui lui a formé, ce qui lui a fait pour vivre, pour marcher, pour agir, pour faire tout. Et ça, dans la langue occidentale, si je prends le français, on appelle ça le paradigme. Le paradigme, c'est l'ensemble des idées. C'est un cadre qui permet à la personne de réfléchir sur chaque chose qu'on lui présente. Que ça soit sacré ou profane, que ça soit positif ou négatif, la personne utilise son paradigme pour avoir une idée et sa propre vision. Et tout paradigme, sans exception, est produit à partir de la culture de la personne. Et c'est la culture de la personne qui donne naissance à son paradigme. C'est avec ce paradigme-là qu'il voit toute chose, qu'il entend toute chose, qu'il fouine toute chose et qu'il touche toute chose. Ça devient ses yeux, son nez, ses oreilles, ses mains, parce qu'il ne peut pas sortir de ce paradigme-là. C'est ce qu'il utilise devant toute chose, sans exception, visible comme invisible. Donc c'est la culture qui produit ça. Et la culture en elle-même a une mère qui s'appelle la langue. C'est-à-dire c'est la langue qui donne naissance à une culture, et cette culture donne naissance à un paradigme. Il se trouve que la définition de la langue n'est pas la même définition qu'en Occident. La définition de la culture n'est pas la même chose qu'en Occident. La définition du paradigme n'est pas la même chose. La définition de religion n'est pas la même chose. La définition de foi n'est pas la même chose. La définition de croyance n'est pas la même chose. La définition de Dieu n'est pas la même chose. La définition de humain, une personne, n'est pas la chose. Donc tout est différent, complètement différent. Et donc on se dit, si j'utilise la pensée de l'autre pour réfléchir, non seulement je n'ai pas apporté ma contribution pour l'humanité parce que j'ai diminué ma pensée, je l'ai éliminée. Mais la pensée de l'autre non seulement ne suffit pas, mais est-ce que c'est la bonne pensée? Mais si j'utilise ma pensée, chacun utilise sa pensée, on aura plusieurs pensées et on va choisir ce qui est mieux pour l'humanité. Car l'objectif final de l'homme sur terre, c'est de vivre mieux et le plus longtemps possible.
mieux ne s'arrête pas juste dans le sens physique, manger, boire, des choses comme ça, mais mieux aussi, c'est d'apporter quelque chose de mieux, faire quelque chose de mieux, laisser quelque chose de positif. Contribuer, apporter sa contribution dans l'édifice de l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité veut construire ici-bas? En disant pourquoi on est là dans ce monde, pourquoi on a été amené ici, qu'est-ce qu'on va faire ici, qu'est-ce qu'on doit laisser à la postérité. Donc chacun apporte de son mieux, parce qu'on n'est pas né pour se battre, ni pour se haïr, ni pour se détester. On est né pour que chacun puisse apporter quelque chose de son mieux ici. Et donc, est-ce qu'il est possible d'utiliser la langue de l'autre pour parler de la culture, pour parler de foi, pour parler de la philosophie, pour parler de la pensée? Donc on va prendre les mots comme tels. Le monde occidental et son paradigme dit que le mot philosophie, c'est un mot grec qui est né en Grèce, qui signifie l'étude de la sagesse ou l'amour de la sagesse. Que ça soit l'un ou l'autre, ce qui est sûr, c'est qu'ils mettent sagesse. Si c'est l'étude de la sagesse, c'est une sagesse. Si c'est l'amour de la sagesse, c'est une sagesse. Maintenant, on reprend le même mot dans le contexte africain. L'étude de la sagesse, l'Africain ne dit pas ça. On n'étudie pas la sagesse, mais on apprend la sagesse. On apprend à devenir, à tendre vers la sagesse. Mais on n'étudie pas la sagesse. Donc on voit que l'étude de la sagesse n'est pas valable pour l'Africain. Nous, on dit, on va apprendre la sagesse. Eux, ils disent, on va étudier la sagesse. Si c'est leur définition qui fait foi, ça veut dire que l'homme n'a pas l'objectif de devenir sage. Il ne veut pas être sage. Il étudie juste la sagesse. Il n'a jamais dit qu'il veut devenir sage. Il veut l'étudier, c'est tout. L'étude de la sagesse. J'étudie la sagesse, mais je ne veux pas le devenir. Si c'est son mot qui dit l'amour de la sagesse aussi, l'Africain ne voit pas ça de la même manière. On ne va pas avoir l'amour de la sagesse, mais on va essayer de vivre dans la sagesse. Ça, c'est une vision africaine. Donc, si c'est leur nom qui fait foi, l'amour de la sagesse, d'accord, on aime juste la sagesse, ça s'arrête là. On ne va pas l'appliquer, on ne va pas le vivre. On l'aime, ça s'arrête là. Donc, d'un nom comme de l'autre, tous les deux, on voit que le paradigme occidental ne veut pas de la sagesse. Parce que si c'est l'étude de la sagesse, il l'étudie, il n'a jamais dit qu'il veut le devenir. Si c'est l'amour de la sagesse, il l'aime, mais il n'a jamais dit qu'il va le devenir. Donc, ça n'a rien à voir avec la définition africaine. Quant à la définition africaine, l'Africain essaye de devenir sage. Il essaye de vivre dans la sagesse. Parce que maintenant, revenons au mot philosophie. Ils disent que le mot a été né en Grèce par les Grecs, qui veut dire l'amour de la sagesse ou l'étude de la sagesse. Et on remarque que le mot n'est même pas grec. Le mot philosophie n'est pas grec. Extraordinaire que ça puisse paraître, le mot n'existe dans aucune langue grecque. Aucune. Le mot, les Grecs l'ont utilisé à partir des écrits qu'ils avaient trouvés, les Arabes noirs qu'on appelle morts. Parce qu'il faut faire une petite historique. À l'époque où cette péninsule asiatique, qu'on appelle aujourd'hui l'Europe, pourquoi c'est une péninsule asiatique? Parce que la France, c'est un pays européen, aujourd'hui arbitrairement. Mais la terre française est collée avec la terre allemande. Ils ont une frontière physique, c'est un fait. L'Allemagne a une frontière physique avec la Pologne, c'est un fait. La Pologne a une frontière physique avec l'Ukraine, c'est un fait. Et l'Ukraine a une frontière physique avec la Russie, c'est un fait. Et la Russie a une frontière physique avec la Chine, c'est un fait. Maintenant, à la question, si la Chine n'est pas l'Asie, c'est quoi l'Asie? La Chine est bel et bien Asie. Donc la terre collée avec la terre chinoise est une terre d'Asie, qui est la Russie. Et la terre qui est collée avec la Russie, c'est l'Asie, qui est Ukraine. Ukraine est Asie, parce que c'est collé. La Pologne qui est collée avec, c'est l'Asie. L'Allemagne qui est collée avec la Pologne, c'est l'Asie.
La France qui est collée avec l'Allemagne, c'est l'Asie. Quand on regarde, on voit que c'est un seul continent, c'est un tel bloc de terre. Mais par idéologie, ils ont voulu se séparer avec des Asiatiques. Mais ce n'est pas innocent. Il y a une cause non révélée, une cause cachée. Mais il y a un objectif dans ça. Parce que cette population qu'on appelle aujourd'hui européenne de souche est composée de deux familles. Soit on est mongol de l'ethnie celte, soit on est mongol de l'ethnie viking. Ces deux familles-là, c'est la famille celte et la famille viking. Ils ont l'origine comme l'actuelle Mongolie. La vraie terre de la population européenne de souche n'est nullement ailleurs en dehors de l'actuelle Mongolie. Voilà leur terre originelle, voilà ils ont eu la naissance, voilà ils ont vu le jour et c'est là où ils ont habité depuis toujours. Ces deux familles-là n'ont jamais resté 24 heures sans faire la guerre. Jamais. Dans toute l'histoire de leur existence en Mongolie, ils n'ont jamais resté 24 heures sans faire la guerre. Les Vikings et les Celtes. Et les Vikings les ont toujours dominés. Toujours dominés. Et ils ont habité là des siècles et des siècles, jusqu'à où l'endroit n'est plus habitable. Ils ont parti à la recherche des terres habitables, de la nourriture et surtout un peu de repli. Donc ils sont partis ensemble. Le Viking a toujours dominé le Celte. C'est là où ils ont quitté la Mongolie. Ils ont rentré ce qu'ils appellent aujourd'hui l'Europe par la Russie, les pays de l'Est. Comme c'est le Viking qui domine toujours, chaque terre découverte, le Viking prend cette terre. Eux, ils continuent encore. Chaque terre découverte, le Viking prend, il continue. Ce qui fait que les Vikings ont pris les premières terres découvertes, c'est-à-dire l'actuelle Russie, la Pologne, Suède, Danemark, Norvège, Hongrie, Autriche, Hollande, Allemagne, Angleterre. Ça, c'est des Vikings. Les Celtes sont arrivés jusqu'en bas. C'est là où ils ont découvert la terre de l'Europe de l'Ouest. Le Celte, c'est le portugais, c'est l'espagnol, c'est le français, c'est le belge, c'est l'italien, etc., etc. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des populations sur place. L'actuelle Grèce et l'actuelle Rome avaient deux populations qui habitaient. Mais avant qu'eux, ils n'arrivent, il y avait déjà d'autres populations qui sont venues par faire leur étude. Certaines, c'est pour étudier. Ils ont quitté l'actuelle Afrique du Nord. Ils sont venus en Grèce pour étudier parce que pour eux, c'était plus simple. Comme ces Grecs-là, c'est une population venue d'Égypte, c'est plus simple de venir juste d'étudier là au lieu d'aller jusqu'en Égypte. Donc c'est une population qui a quitté l'Égypte, noir charbon, qui est venue sur l'île de Crète. Et après l'île de Crète, ils sont venus sur Athènes et ils ont fait la Grèce et ils se sont multipliés là-bas. Et ils ont habité pendant longtemps. D'autres populations ont quitté l'actuel Iran, c'est-à-dire Perse, blanche. Ils ont traversé Arménie, ils sont venus sur l'actuelle Turquie, ils ont habité avec ces Grecs noirs venus d'Égypte. Des siècles et des siècles, ils ont commercé, ils ont fini par se mélanger, ils ont fait des métis. Ces métis-là ont fait une classe de population. Ce sont ces métis-là qui sont allés fonder la ville de Rome, qui sont les Romains antiques. C'est pour cela dans l'art romain antique, que ce soit sculpture ou peinture, les plus fidèles, on les voit avec des cheveux frisés, un peu crépis, et ils attachent toujours ici un morceau. Ce n'est pas des cheveux lisses, blondes ou des yeux bleus ou verts. Et donc, quand ces Noirs ont venu de l'Afrique du Nord, ils sont venus étudier chez les Grecs, qui eux venaient de l'Égypte. Ils ont appris là-bas beaucoup de choses. Ils ont écrit beaucoup de choses de leur culture, de leur tradition, de leurs coutumes, de leurs pensées, de leur philosophie, médecine, mathématiques et tout. Ils sont retournés à l'intérieur de l'Afrique. Donc, il restait les Grecs d'origine qui sont venus de l'Égypte. Maintenant, quand les Mongols sont venus de l'ethnie celte, ils sont venus à Rome, ils ont encerclé la région de Rome. Ils ont exterminé tous les Romains. Ils se sont fait les nouveaux Romains. C'est ça l'italien d'aujourd'hui. Il n'a aucun rapport
ni de près ni de loin avec un Romain. En tout cas, pas physique ni biologique. Aucun rapport, ni de près ni de loin. Et ils se sont continués, ils ont arrivé sur l'actuelle Grèce, ils ont trouvé là-bas les Grecs noirs venus d'Égypte, ils ont exterminé tout le monde. Parce qu'ils avaient déjà l'expérience de la guerre. C'est ce qu'ils ont fait depuis leur existence, depuis toujours. Et l'autre peuple étudiait, faisait tout pour vivre dans la paix, dans la justice, la maths, c'est ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'ils savent, c'est de ça qu'ils ont amené de l'Égypte et fondé la Grèce. Donc ils ont exterminé tous les Grecs, sans exception. Lorsqu'ils ont fini d'exterminer ces Grecs-là, ils se sont installés, ils se sont fait les nouveaux Grecs. C'est des Celtes, c'est des Latins. Des siècles après, les Noirs qui avaient venu étudier là-bas, leur descendance a eu l'idée de retourner étudier là où leurs ancêtres avaient étudié, c'est-à-dire la Grèce. Arriver là-bas avec leurs livres, leurs documents, leurs archives, pour voir ce qui était devenu le peuple qui a enseigné leurs ancêtres. Il n'y a plus ce peuple-là. Ils ont trouvé des Celtes, des Mongols, des Blancs. Se dit, mais c'est extraordinaire. C'est pas ça qu'on a dans nos annales, c'est pas ça qu'on a dans nos livres. Donc le Celte grec, le nouveau grec se demande, mais c'est quoi annales? C'est quoi livre? C'est quoi vos écritures? Parce qu'en réalité, il ne le connaît pas. Il n'a jamais connu de l'écriture, ni d'annales, ni livre, rien. Jamais. Voilà la première fois de leur existence, ils ont vu des écritures. Ils ont vu des annales, ils ont vu des livres, ils ont vu des archives. Et ils ont demandé à ces gens-là de leur expliquer qu'est-ce que c'est. Et ces gens-là, avec beaucoup de difficultés, et ça a pris du temps, parce qu'ils ne comprenaient, ils se comprenaient pas, ils ne parlaient pas de la même langue, ces gens-là ont fini par leur expliquer qu'est-ce que c'est. Et c'est de là, pour la première fois de leur histoire, de leur existence, ils ont vu les Écritures, ils ont appris ça. Et plus tard, ils se sont basés sur ça, ils ont traduit tout ça dans leur langue à eux, qui sont des langues celtes, des langues latines, parce que eux, c'est des Mongols. Et c'est de là qu'ils ont vu la différence fondamentale qu'il y a entre leur culture, leur civilisation, leurs coutumes et la population qui vivait ici, qu'ils ont précipité à massacrer. Ils ont regretté d'avoir effacé cette population-là. Non seulement, non pas parce que c'est des êtres humains, mais ils disent si on ne les avait pas tués, on allait mieux apprendre. Ils devaient d'abord regretter en disant on les a tués parce que c'est des êtres humains. Non. On les a tués. Si on ne les avait pas tués, on allait pouvoir mieux apprendre. Donc, encore une question d'intérêt. C'est une question de paradigme. C'est leur paradigme. Toujours, c'est l'intérêt. Donc, ils ont eu la civilisation de la Grecque antique. Ils ont comparé avec la leur. Ils ont vu que ça n'a rien à voir. Et c'est là où ils ont décidé, par une décision arbitraire, politique, basée sur un complexe d'infériorité, ils ont décidé de ne plus être des Mongols, d'effacer toutes leurs traces, leur passé, leur culture, leur identité mongole pour se nommer gréco-romain. Et c'est pour cela aujourd'hui, un Européen de souche, un occidental européen de souche blanc, il se dit, je suis issu d'une culture gréco-romaine judéo-chrétienne. Mais en réalité, il n'y a aucun lien, ni de près, ni de loin, ni la culture, ni la religion. Aucun. Lui, il est celte. S'il n'est pas celte, il est viking. Tous ces deux familles-là sont mongols. Parce qu'ils ont abandonné leur terre mongole. Et des tribus chinoises se sont devenues nombreuses, la population croît. Et des tribus chinoises ont quitté à l'intérieur de la Chine, sont venues occuper cette terre abandonnée. Et ce sont ces tribus chinoises aujourd'hui, avec des yeux bridés, c'est eux qu'on appelle Mongols. Donc l'Occident aujourd'hui veut faire le père de la Mongolie, Gengis Khan. Gengis Khan a existé parce qu'ils ont parti, ils ont abandonné leur terre. Donc ça c'est l'identité réelle d'un Européen, d'un Occidental, qu'il veuille ou non, c'est un fait. On ne lui demande pas est-ce qu'il est d'accord ou pas, c'est un fait. Pourquoi on ne lui demande pas s'il est d'accord ou pas? Il y a un dicton africain qui dit
pour connaître l'enfance d'un enfant, il n'y a pas mieux que de poser la question à sa mère. On n'a pas l'intention ni une prétention de dire qu'on est le premier peuple au monde, mais on dit haut et fort qu'aucun peuple n'est apparu sur terre avant nous. Et de ce fait, nous fait un témoin oculaire de l'évolution de toute l'histoire de l'humanité. Que l'humanité soit d'accord ou pas, c'est un fait. Et donc, à partir de là, pour revenir à la question et commencer la philosophie. Et là, ils ont vu que ce mot-là, ces Arabes noirs venus de l'Afrique du Nord appellent ça soufi. C'est le mot soufi qu'ils ont pris pour dire philosophie, qu'ils ont appelé l'étude de la sagesse, d'autres ont dit l'amour de la sagesse. Et le mot soufi, c'est un mot arabe qui définit quelqu'un qui a l'habitude de se retirer complètement du monde matériel pour se consacrer au monde spirituel, pour son créateur, pour son Seigneur, Dieu. Donc soufi. Et ce mot soufi en question vient d'un mot de l'Égypte antique qui veut dire soufi. La seule différence entre les deux prononciations, soufi, on tire un peu le mot, ça fait soufi. Et pour le répéter, pour ça fait sou, parce que c'est tiré ensuite fi. Ça c'est le mot arabe qui provient de l'Égypte antique, qui veut dire tout simplement soufi. Là c'est le i qu'on tire, soufi. Soufi dans l'Égypte antique, ça veut dire une plante qui s'ouvre lorsqu'elle a des fleurs. Précisément, ça désigne un coton, du coton. Quand la plante coton s'ouvre pour donner, c'est ça qu'on appelle soufi. Pourquoi les anciens ont utilisé ce mot-là pour désigner ça? Ça veut dire tout simplement une personne qui est disposée à s'ouvrir afin de recevoir. Donc soufi. Et c'est pour cela, la sagesse et le sage dans des langues africaines, je prends un exemple, une langue que je comprends plus que les autres, qui s'appelle Pulaar. Pour ça, pour nommer un sage, on dit Tchediriyanke. Tchediriyanke veut dire sage. Tchediriyankagal, ça veut dire la sagesse. Donc, ça c'est les lettres que UNESCO a diffusées aujourd'hui. On utilise les lettres latines pour écrire ça, parce que si on fait un hiéroglyphe, c'est un peu compliqué. Donc, Tchediriyankagal, donc le C c'est Tche. Le mot est un peu long. Tchediriyankagal, ça veut dire la sagesse. Tchediriyankagal vient du mot 7D. 7D, ça veut dire tamiser. Pourquoi on utilise la racine tamiser pour construire le mot Tchediriyankagal qui désigne la sagesse? Ça veut dire que tout ce que la personne fait, tout ce qu'elle pense, d'abord, il faut étudier ça plusieurs fois, c'est-à-dire réfléchir ça plusieurs fois et tamiser ça de manière à que ça devienne très propre. Et c'est pour cela qu'on utilise ça pour nommer la sagesse. Et celui qui fait ça, on l'appelle Tchediriyanke, c'est-à-dire le sage. Donc, le mot et la définition n'ont rien à voir avec ni étude de la sagesse, ni l'amour de la sagesse. Maintenant, si la philosophie consiste à penser, ça veut dire que c'est quelque chose qui est propre à l'homme. Il n'est pas sérieux ni responsable de dire que la pensée est née en Grèce, alors que la pensée est née avec l'homme, tout simplement. L'homme est né avec la pensée. Quel qu'il soit, sa couleur, ses cultures, ses croyances, son endroit, l'homme est né avec la pensée. Effectivement, la philosophie, c'est une question. C'est un enchaînement des questions qui se questionnent. Comment les choses, on explique, on démontre, on prouve, on comprend,
après on accepte ou pas, c'est personnel. Mais toujours après l'explication, démonstration, compréhension, acceptation ou pas, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi. Comment les choses, ensuite pourquoi les choses. Et ce pourquoi les choses là, c'est ça qui est la base de la civilisation africaine. C'est-à-dire, on fait les choses, c'est important, d'accord, mais le plus important, c'est pourquoi. Et c'est pour cela qu'il y a un proverbe africain qui dit, la valeur réelle d'une chose ne se trouve pas dans la chose elle-même, mais le pourquoi de la chose. La valeur réelle d'une chose ne se trouve pas dans la chose elle-même, mais dans le pourquoi de la chose. Quand quelqu'un se déplace pour dire quelqu'un bonjour, ça c'est l'acte, c'est bien, c'est de la valeur. Mais la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qui fait que la personne s'est déplacée pour venir dire bonjour. C'est ça le plus important, parce que c'est ça qui est une preuve de l'amour et de l'importance que la personne accorde à l'autre, le pourquoi qu'il se déplace pour venir dire ça. Et donc, la philosophie africaine aussi, ce n'est pas une philosophie abstraite, ce n'est pas une philosophie stérile, c'est une philosophie quotidienne, c'est une philosophie avec laquelle on vit tous les jours. La question, l'Africain ne perd pas son temps à philosopher sur la couleur de ce tableau, est-ce que c'est blanc ou c'est bleu ou c'est rouge? Non, il ne perd pas dans son temps. Est-ce que donner la couleur à ce tableau, quelle est l'importance de ça pour l'humanité? S'il y a, on continue à réfléchir dans ça. S'il n'y a pas, on ne continue pas à réfléchir dans ça. Et donc, c'est pour cela, c'est un autre monde qui n'a rien à voir avec le monde occidental. Et comme la philosophie, c'est une question, ça c'était une présentation. Donc, on va le faire ensemble. C'est-à-dire, vous allez poser des questions et on va essayer de répondre ensemble. Avant de continuer, vous pouvez poser des questions. Ils ont coupé le lien avec la Mongolie d'abord, c'est pour pouvoir se nommer les nouveaux Grecs et les nouveaux Romains. Ils veulent effacer dans la mémoire de l'humanité tout entière leur vraie origine, c'est-à-dire mongole, pour pouvoir faire dans la tête de l'humanité tout entière, de mettre dans les pensées de l'humanité tout entière que eux, ils sont issus et descendants des Grecs antiques. Et d'ailleurs, tellement que ce n'est pas vrai, jusqu'à nos jours, ils ne disent jamais on est des descendants des Grecs. Ils disent on est issus d'une culture gréco-romaine comme religion judéo-chrétienne. Mais ils ne disent jamais, ils ne mentionnent nulle part qu'on est des descendants des gréco-romaines. Ils savent que ce sont des Mongols, ils le savent. Et ils veulent effacer ça, pourquoi? Parce que dans leur passé de Mongols, il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de quoi l'humanité pour avoir de la fierté. Il n'y a rien, absolument rien. Et donc, on se pose la question maintenant, on peut rentrer dans la philosophie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne regarde l'autre comme un produit, comme une matière, comme une chose, comme du bétail? Qu'est-ce qui fait que l'autre va l'attraper, dénuder, attacher et lui amener dans un marché et mettre un prix et de lui vendre comme un animal? Pour l'histoire, l'actuelle mairie de Bordeaux, devant de la mairie, c'était un marché d'esclaves. L'actuelle ville de Nantes, au centre, précisément l'endroit où on appelle la Fontaine au Roi, c'était là, il y avait où le marché d'esclaves. Pour l'histoire, voilà. Et sans compter Rochelle et compagnie. Donc, qu'est-ce qui fait que l'homme arrive à faire ça à un autre homme? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que l'homme décide de coloniser l'autre? Qu'est-ce qui fait que l'homme décide de torturer l'autre? Qu'est-ce qui fait que l'homme décide d'emprisonner l'autre? Et c'est là où la philosophie intervient. C'est ça, quand on utilise le paradigme africain pour regarder ça. On se dit effectivement, c'est extraordinaire que ça puisse paraître, mais de Moyen-Âge, depuis Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, en 1941 jusqu'en 1941, la bagne existe. La bagne, l'autorité décide de prendre un autre citoyen, il décide, il dit on a décidé de t'expulser de ton pays, tu dois sortir, quitter, partir de chez toi.
on t'amène dans un autre endroit, tu restes là-bas toute ta vie. Mais ce n'est pas suffisant. Une fois que la personne arrive dans ce lieu, il doit, matin, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, à casser des cailloux dont personne n'a besoin. On ne les utilise pas, mais il doit le faire pour souffrir. Le but, c'est de le faire souffrir. On se pose la question, qu'est-ce qui fait que l'homme arrive à faire ça? Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que l'homme décide de faire des carcans? Ici en France, le carcan, on prend un collier qui a des piquets, on l'attache à la personne, on lui tire et ça lui rentre. Et parfois, on fait un roue, on met des piquets, des pièces, et on attache la personne et on le roule, ça lui pique. Parce que le but, il doit souffrir. Si ce n'est pas ça, on décide de lui faire ramer. Le mot est resté jusqu'à nos jours, je suis en galère. Galère, c'est-à-dire la personne condamnée doit prendre le bateau du roi et il rame, sans destination précise. Le but, c'est qu'il doit souffrir. Ou bien, il décide de le tuer, tout simplement. Couper sa tête. Le roi de France a lancé un appel. Il dit, quel est le Français qui va trouver le moyen le plus efficace pour tuer? Chacun a amené son projet. Le projet qui a été retenu, c'est le projet de guillotine. Monsieur Guillotine. Quand il a inventé la guillotine, ça porte son nom. Ils ont installé cet appareil, l'actuelle place de Concorde. Précisément, il y a où il y a l'obélisque qu'ils ont volé d'Égypte. Et c'est de là qu'on coupait des têtes de 100 à 200, 300 têtes par jour. C'est là où ils ont coupé la tête de Louis XVI, dernier roi de France, y compris sa femme qui était autrichienne. Et ceux qui ont commis cette révolution, les Robespierre et Danton, tous c'est là ils ont coupé leur tête. C'est une place de sang, du sang coulé à flot. C'est pas pour rien qu'ils ont nommé ça Concorde nationale. Parce que c'est une place de sang. C'est une place de sang en face de l'Assemblée nationale. Il a fallu qu'un monument quitte l'Égypte et vienne se poser pour qu'il se retrouve un peu de la paix. Donc on se pose la question, pourquoi l'homme en arrive là? Donc retournons en arrière. On regarde comment eux ils appellent homme. Comment ils appellent homme? Comment la langue française désigne la créature de cette nature qui est en face de moi? On dit ça, c'est une personne. On regarde le mot personne. Quelle est la définition étymologique du mot personne? C'est persona, ça veut dire masque de théâtre. Masque de théâtre. Si cette créature n'est rien d'autre que masque de théâtre, elle n'a aucune valeur. Je peux lui faire tout. C'est juste masque de théâtre. Personne veut dire masque de théâtre. La vraie définition du mot personne, ça ne veut pas dire cette créature, mais ça signifie masque de théâtre. C'est persona, c'est du latin. N'importe qui peut regarder le dictionnaire, c'est masque de théâtre. Ça, c'est un. Donc, on se dit, le nom n'est pas bon. Le français dit, j'ai un autre nom. Donc, je l'appelle homme. Si personne n'est pas bon, je l'appelle homme. Homme aussi, c'est pareil. C'est on. C'est indéfini. Ça veut dire juste on. Si c'est un nom, il n'est rien d'autre devant moi. Je peux lui faire tout ce que je veux. Parce que le nom qu'il porte, ce qu'il identifie, n'a aucune valeur. C'est juste on. Si ce nom n'est pas bon, personne n'est pas bon, on dit voilà, on a un autre nom, on va l'appeler l'individu. C'est un individu. Individu n'a aucune valeur dans le sens où la vraie signification du mot individu, ça veut dire cellule issue de même souche, indivisible avec elle-même. Et dans ce cas, un chien est un individu. Car si on le coupe en deux, il meurt. Voilà individu. Si le mot encore n'est pas bon, on dit ben quand même c'est un être. Parce que être ne veut pas dire humain, il rajoute humain, un être humain. Parce qu'il y a être animal, être végétal, être humain. Être, ça veut dire juste, c'est du latin, c'est staires, quelque chose qui est debout. Ça c'est un être, parce que c'est debout. Un arbre est un être, parce que c'est debout. Donc, être ne veut pas dire humain, c'est pour cela qu'il rajoute humain. Humain aussi, ça n'a pas de grande, c'est pas une grande chose, parce que c'est humanus, ça veut dire juste du vent. Être vent. Être humain signifie littéralement, textuellement, fidèlement, être vent. Donc tu es une vent. Quelle est ta valeur? Donc on voit qu'ils n'ont pas, c'est une langue aveugle qui a produit une culture aveugle qui donne un paradigme aveugle. Ils n'ont pas un mot réel, valable, sacré, qui correspond avec la créature sacrée de cette nature. Ils n'ont pas un nom valable pour nommer être humain. Ça ne nous étonne pas qu'ils commettent toutes les horreurs sur l'être humain.
Maintenant, regardons ce que l'Africain dit. C'est à peu près la même chose dans toutes les langues africaines. L'Africain appelle la créature de cette nature Neto. On dit, ben Neto, ça veut dire la créature de cette nature. Maintenant, le sage africain attend que tu lui poses la question, quelle est l'origine du mot? Car en Occident, quand on dit l'origine du mot, en réalité, c'est l'historique du mot, ce n'est pas l'origine du mot. Personne. L'origine du mot personne, on te dit c'est persona, mais en réalité, ça c'est l'historique du mot. L'origine du mot dans l'entendement africain, c'est pourquoi on a inventé ce son. Ce n'est pas quand est-ce que le son a été inventé, mais pourquoi on l'a inventé. C'est ça l'origine. Donc on dit neto. On dit mais c'est quoi l'origine du mot neto? On dit l'origine du mot, c'est que le mot neto provient d'un mot qui veut dire nedi, qui s'appelle nedi. Nedi veut dire éducation. C'est là où les premiers enseignements commencent. Le sage dit, on a inventé le mot neto à partir d'un mot nedi. Nedi veut dire éducation. Quel est l'enseignement qu'il y a dedans? On veut faire comprendre à la personne. Non seulement il a son nom, mais son nom signifie éducation. Il doit s'éduquer en conséquence toute sa vie durant. L'enfant pense que c'est fini, le sage lui dit non, c'est pas fini. Il faut me poser la question aussi, pourquoi, d'où vient le mot éducation? On t'a dit, ton prénom provient de l'éducation. Maintenant, demande d'où vient l'éducation. Et là, on dit le mot nedi vient du mot néné, qui veut dire une mère biologique, qui a porté son enfant pendant 9 mois et 9 jours, qui l'a mis au monde, qui l'a protégé contre le feu, contre des bêtes féroces, contre l'eau noyade, mais qui l'a transformé, qui l'a donné le tout premier sentiment maternel en lui donnant son sein et qui l'a nourri. Et donc cette mère nature, cette mère biologique doit te rappeler la mère nature. Donc inutile de prendre des cours écologie parce que cette mère biologique te rappelle la mère nature qui est une mère nourricière. Donc tu te considères comme un élément de la nature qui fait partie de la nature. Et cette mère nature te rappelle la mère créatrice qu'on appelle ici aujourd'hui Dieu. Et qu'on sait que le mot Dieu veut dire juste jour, c'est dies. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec occidental, ça n'a rien à voir avec une pensée occidentale, ça n'a rien à voir avec une vision occidentale. C'est toute autre chose. L'homme est au centre et non pas à côté. Tout tourne autour de son intérêt. Il est divin, il est sacré parce que c'est Dieu qui l'a créé. Pour savoir que l'homme est divin et sacré, l'humanité tout entière réunie, sans exception, avec leur pouvoir et avoir et un délai indéterminé, pour créer un être humain le plus minable de la planète, ils n'arriveront pas. Le fait que l'humanité est incapable de produire l'homme le plus mauvais de la planète, c'est ça qui fait que l'homme est sacré. Il n'y a que Dieu qui peut le créer. Donc c'est ça qui fait qu'il est sacré. À partir du moment où il est sacré, beaucoup n'ont pas compris quand les anciens ont dit Dieu a créé l'homme à son image. Ils ne parlent pas de physique de Dieu. A créé l'homme à son image. C'est-à-dire que l'homme doit avoir la vision de Dieu sur la planète pour agir en conséquence. Tout ce qu'il doit faire, il doit regarder est-ce que ça correspond réellement avec la chose dont il a été créé. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme. Tout ce que l'homme doit faire, il doit regarder est-ce que réellement ça correspond avec le but de mon existence ici sur terre. Si ça correspond, il le fait. Si ça ne correspond pas, il ne le fait pas. Et donc, ce n'est pas une pensée aveugle, ce n'est pas une philosophie aveugle. Revenons maintenant dans le paradigme mongol. On voit aujourd'hui, il nous saoule avec des mots vides qui n'ont aucun sens. Oui, en Afrique, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Oui, en Afrique, les droits sont bafoués. Il n'y a pas de justice. Tu dis pourquoi? Ils disent un tel journaliste a été emprisonné. Un tel opposant a été prisonnier. Parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Ici, les droits de l'homme sont respectés. On est dans un pays libre. C'est la patrie des droits de l'homme. On peut s'exprimer, dire ses idées, ses opinions. Venons au fait, si c'est réel ou pas. Effectivement, en Afrique, les droits de l'homme ne sont pas respectés si un journaliste est emprisonné.
où un chef de parti politique est emprisonné. Mais précisons, quand on dit journaliste, c'est forcément un majeur. Un journaliste mineur n'existe pas. Quand on dit un chef de parti politique, c'est forcément un majeur. Un chef de parti politique mineur n'existe pas. Leurs droits ont été bafoués, c'est horrible. Il n'y a rien à discuter, c'est un fait. C'est regrettable. Maintenant, revenons au pays des droits de l'homme, en Occident. Ici, l'homme est l'homme à partir de 18 ans. En Afrique, l'homme est l'homme avant sa naissance. Pourquoi? Il y a un proverbe africain qui dit « Apprends à respecter tes enfants avant leur naissance ». L'enfant africain dit « Mais comment? Apprends à respecter tes enfants avant leur naissance. Ils ne sont pas encore nés. » Le sage lui dit « Ça signifie que tu dois surveiller tes faits et gestes, ton comportement avant d'avoir des enfants. Sinon, tu risques de faire certaines bêtises. Une fois que tu auras des enfants, la société va rappeler ça à tes enfants en disant ta mère, ton père était comme ça, elle a fait ça, il a fait ça. Et ça va faire honte à tes enfants. Donc apprends à les respecter avant leur naissance. Contrôle tes faits et gestes. Donc là, l'enfant sait, le jeune sait comment il se comporte. Tout ce qu'il fait, il va dire si je fais ça, c'est honteux. Le jour où j'aurai des enfants, la société va rappeler ça à mes enfants et ils vont avoir honte, comme personne ne choisit ses parents. C'est pour cela qu'on dit apprends à respecter tes enfants avant leur naissance. Donc l'homme est l'homme avant la naissance en Afrique. Ici, l'homme est l'homme à partir de 18 ans. Maintenant, regardons si réellement les droits de l'homme sont respectés en Europe à partir d'un paradigme mongol, précisément dans la patrie des droits de l'homme, ici en France. On constate que les droits de l'homme sont bafoués de la manière la plus horrible et inimaginable. Pourquoi? Quand un enfant est né tout de suite, il n'a aucun devoir, il n'a que des droits. Parmi ces droits, le premier de ces droits, c'est de manger, s'alimenter, sinon il meurt tout de suite. Il n'a pas demandé à venir au monde, il est né. Son premier droit, c'est manger. Ça, c'est article numéro 1 pour l'Africain. Et on constate que ce droit est bafoué ici en France. Car madame ne veut pas allaiter, sous prétexte que ses seins vont tomber. Elle va se précipiter et va à la pharmacie. Elle va prendre un lait chimique. Elle va venir et gaver l'enfant. Et il le pose. Donc ses droits sont bafoués. On l'a privé sa nourriture naturelle. La dame occidentale est incapable de se poser une question simple. Pourquoi mes seins produisent du lait? Elle allait avoir tout de suite la réponse. Parce que j'ai un enfant. Donc ce lait appartient à l'enfant. Les droits sont bafoués tout de suite. Article 2. Après avoir bien mangé, le deuxième droit d'un enfant, c'est d'avoir la chaleur corporelle, physique de sa mère. Même la science moderne, qui est née récemment, est d'accord que rien ne peut remplacer ça. Là encore, les droits sont bafoués, car madame travaille. Elle va remplacer ça avec 4, 5, 6 pulls et 2 blousons. Et aller déposer cet enfant à la crèche où l'enfant était inscrit 3 ou 4 mois avant sa naissance. Là encore, les droits sont bafoués. Article 3. Après avoir mangé et eu la chaleur corporelle physique de sa mère, son troisième droit, c'est d'être élevé par ses propres parents biologiques. Là encore, le couple n'a pas de temps, il travaille. Ils vont le déposer à la crèche. Les droits sont bafoués. Ça fait 3. Et quatrième droit, après avoir mangé la chaleur corporelle physique de ses parents, avoir le droit d'être éduqué par ses propres parents, c'est d'avoir le droit d'être éduqué par ses parents. Là, les droits sont bafoués parce que de crèche, l'enfant passe maternelle, après c'est primaire, collège, lycée, université, l'enfant est devenu grand. Sain et sauf, bien vacciné physiquement, intellectuel, il a tous ses diplômes. Il a son travail, il gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Mais ce que l'enfant ignore, ce que sa société ignore, c'est que l'enfant est foncièrement handicapé. Foncièrement handicapé.
parce que c'est juste le corps qui a grandi. Tout le reste est resté à l'état primaire. On lui a privé ce qui fait l'essence de l'humanité. L'enfant a été privé ça, il n'a même pas ça, ça n'existe pas dans son corps. Il n'a même pas ce ressenti. Maintenant, il est temps que le parent récolte les fruits de son travail. Et c'est là où l'enfant, parce que le parent a 60 ans maintenant, 65 ans, 70 ans, c'est à son tour maintenant. L'enfant n'a aucune scrupule de le prendre et le paqueter bien emballé comme il a été paqueté quand il était bébé. Il prend tous ses valises et ses affaires, il arrive dans un mouroir qu'on appelle maison de retraite, mais qui est en réalité un mouroir. On arrive, on le dépose là, le parent. Le parent est venu pour mourir. Il n'y a rien de plus horrible et terrible de franchir une porte, sachant que je suis venu pour mourir ici. Rien que ça, c'est une mort dans l'âme. Et donc, on pose le parent dans une maison de retraite, mais qui est mouroir. Et l'enfant lui donne 2 bisous, il part, il n'a pas le temps. Tous les 6 mois, il lui passe un coup de fil. Noël, il lui passe un coup de fil. Fête des mères, pères que les fleuristes ont inventé, il lui passe un coup de fil. En attendant de recevoir, lui, le coup de fil final est fatal. Oui, je suis désolé, c'est... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est la maison de retraite de tel. Je vous appelle parce que je suis le responsable. Hier nuit, malheureusement, votre père ou mère nous a quittés. Mais bon courage, hein, je suis désolé, crac. Ça, c'est un fait. Il arrive parfois que l'enfant pète les plombs, mais putain, il ne pouvait pas attendre que le week-end passe pour qu'il meure. Parce que ça a déréglé, ça a changé tout son programme. Il ne se soucie pas que son parent est parti, mais il se soucie de son programme. Qu'est-ce qui fait que l'homme, on lui annonce cette nouvelle, ça ne lui fait aucun effet. Parce que l'essence de l'humanité n'est pas en lui. On lui a privé ça depuis toujours. Depuis le jour de sa naissance. Le lait maternel de sa mère. Qu'aucune nourriture ne peut remplacer. Il y a des choses qui sont dedans qu'on ne trouve nulle part. S'il avait été allaité par le sein de sa mère, c'est pas que le simple lait. Le simple lait là, c'est juste pour la nourriture. Mais il y a des choses qui sont avec, qui fait qu'il a un sentiment maternel, il a un sentiment paternel, il a un sentiment familial, il a un sentiment humain, tout simplement. Mais il a été privé ça. Il ne pouvait pas agir autrement. Il a produit, il a reproduit ce dont il a été programmé. Tout simplement. Et donc, c'est ce modèle de civilisation, cet idéal de civilisation que l'Occident nous propose. Maintenant, l'Africain se pose la question. Bafouiller les droits de l'homme d'un journaliste ou d'un chef de parti politique, c'est horrible. Et de notre côté, bafouiller les droits d'un nourrice, un enfant qui vient de naître tout de suite, qu'est-ce qui est plus horrible? On sait qu'il n'y a pas photo. Ce qui est plus horrible, effectivement, c'est de bafouiller les droits d'un enfant qui vient juste de naître. Mais on a été tellement manipulé, mou, aliéné, qu'on ne voit pas ça. Et pourtant, c'est un fait. On inscrit l'enfant 3 à 4 mois avant sa naissance. Donc, c'est ce projet de civilisationnel que l'Occident nous propose. Ils veulent propager ça partout dans le monde. Ils veulent que ça soit un modèle de l'humanité, car ils se prennent comme un modèle de l'humanité. Parce que tout simplement, c'est un complexe d'infériorité. Tout ce qu'on juge bon doit l'être universellement. Tout ce qu'on juge mauvais doit l'être universellement. Car c'est nous le monde, c'est nous l'humanité. Les autres, non. Voilà leur problème. Ils n'ont pas la sagesse, malgré qu'ils disent que la philosophie est née en grec. C'est l'amour de la sagesse, l'étude de la sagesse. La preuve qu'ils n'ont pas la sagesse de dire gardons notre civilisation, notre culture pour nous. Laissons les autres avec leur culture, leur civilisation. C'est une sagesse aussi. En disant, je garde ce que j'ai pour moi et laisser l'autre vivre ce qu'il a à vivre. C'est une sagesse. Mais ils n'ont pas ça. Donc, ça veut dire que l'Occident étudie l'histoire de la philosophie, mais elle n'a jamais étudié la philosophie. C'est l'histoire. Alors que l'Africain n'étudie pas la sagesse. Il vit avec. Et c'est pour cela qu'il y a un proverbe qui dit: certes, il faut une femme et un homme
pour faire un enfant. Mais une fois que l'enfant est né, il faut toute la société pour son éducation. C'est une philosophie africaine. Et quand quelqu'un fait des bêtises, on l'amène pour le juger, ce n'est pas pour l'emprisonner, ni couper sa main, ni sa tête, ni l'exiler, mais c'est de lui faire prendre conscience des bêtises qu'il a fait. Et mais surtout le plus important, c'est de remettre la société en cause en disant comment on a fait pour produire cet individu. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'organisation de la société qui fait que cet individu a fait ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour le produire? Et c'est pour cela le mot qu'on utilise pour dire jugement, le mot a une racine maladie. Nyawore. On utilise le mot maladie pour créer le mot jugement. Ça veut dire que quand on juge une personne, ça veut dire que c'est la société dans laquelle la personne est née, c'est cette société qui est malade, parce que c'est la société qui a produit cette personne. Donc c'est toute la société qui doit se remettre en cause. On juge la personne symboliquement, on lui fait prendre une conscience, ça c'est la partie la plus facile. Maintenant la partie la plus difficile, c'est de dire la société, comment on a fait pour produire cet individu-là. Et c'est là le vrai remise en cause, en question, pour regarder les choses qui ne vont pas. C'est ça la philosophie africaine. Ce n'est pas une philosophie de passer toute une nuit pour dire si Dieu existe ou pas. Ça, on appelle ça pas philosophie pour nous en Afrique, on appelle ça l'exercice. Le mot ne se traduit pas en français, mais moi j'allais dire l'exercice pensable. Ce n'est pas l'exercice de penser, mais l'exercice. C'est-à-dire, on fait entraînement, on entraîne son cerveau à penser, à aller le plus loin possible. Je donne un exemple. Quand un grec, mongol, grec d'aujourd'hui, va en Afrique, il dit, pour moi, Dieu n'existe pas. Il attend que l'Africain lui dise oui, ou l'Africain lui dise c'est faux. Il sera déçu, parce que l'Africain ne lui dit pas oui, Dieu n'existe pas. L'Africain ne lui dira pas non, Dieu existe. L'Africain va lui dire tout simplement comment tu as pu nommer une chose et affirmer que la chose n'existe pas. Parce qu'il vient de dire Dieu, donc il a nommé. Et après il rajoute n'existe pas. L'Africain lui va dire explique-moi comment tu as pu nommer la chose et conclure que la chose n'existe pas. Explique-moi. Il n'attendait pas cette question. Il oublie en disant Dieu, il a confirmé son existence. Parce qu'il l'a nommé. Et après, il revient dire ça n'existe pas. Oui, mais si on connaît le paradigme mongol, c'est-à-dire occidental, européen, ce n'est pas étonnant. Parce que l'Européen va dire une chose et son contraire. Allume télé, allume radio, un débat européen, n'importe. Tu vas voir que quelqu'un va faire tout pour arracher la parole. Une fois qu'il a la parole, tout le monde l'écoute, il parle pendant 1 heure de temps. Tout seul, il s'arrête pour dire non, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça, c'est pas ce que je voulais dire. Il raconte le contraire de tout ce qu'il avait dit. Il conclut en disant, c'est pas évident, il faut voir. C'est nuancé, il faut prendre avec des pincettes. Tout n'est pas bleu, tout n'est pas vert. Il dit une chose et son contraire tout seul. C'est pas ça l'Africain. Il sait, il dit, il sait pas, il dit je ne sais pas. Ça c'est une chasesse. Et la connaissance pour l'Africain, l'utilité d'une connaissance. La première chose qu'une connaissance peut servir à son détenteur, c'est de lui faire prendre conscience de son ignorance. C'est une philosophie africaine. Je sais que 19e arrondissement, je le connais maintenant. Cette connaissance va me permettre de comprendre que j'ignore 19 autres arrondissements, car Paris c'est 20. Donc je vois que mon ignorance est plus grande. Maintenant je connais les 20 arrondissements, c'est Paris. Cette connaissance va me permettre de comprendre que Paris c'est une seule ville parmi 36 000 communes de Paris. Donc 36 000 communes, c'est mon ignorance est plus grande. Je connais que 36 000 communes, c'est la France. Cette connaissance va me permettre de comprendre que l'Europe, c'est un seul pays. Il y en a 47 pays qui restent. C'est plus important encore. Et ces 47 pays vont me permettre de comprendre que c'est juste l'Europe. C'est un continent, il y en a 4 qui restent.
Et cette connaissance va me permettre de comprendre les 5 continents, c'est le monde. Là, cette connaissance du monde va me permettre de comprendre que le monde, c'est juste une petite planète qui flotte dans un vide où personne ne connaît les limites. Donc, je vois que mon ignorance est infiniment grande, car ma connaissance est petite, très limitée. Donc, la première chose qu'une connaissance doit servir pour un Africain, c'est de prendre conscience de son propre ignorance. Et c'est ça la sagesse aussi. Ça, c'est une philosophie africaine. Mais dire que je sais, tout ce que je ne sais pas n'existe pas, tout ce que je n'ai pas vu, je n'accepte pas, c'est un paradigme typiquement occidental. Tu dis à un occidental quelque chose, il me dit, mais dis-moi les preuves. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? Et si je lui dis que la mère biologique de ma mère, il n'existe nulle part les traces de son existence, car elle n'a jamais eu l'acte de naissance, jamais carte d'identité, jamais passeport, jamais carte électeur, son nom et prénom n'existent nulle part dans aucune trace administrative. Est-ce que cela veut dire qu'elle n'existe pas? Pour l'Africain, elle existe, car c'est elle qui a mis au monde ma mère, qui elle m'a mis au monde. Ça, c'est l'explication profane de l'Africain. Il te dit ça, c'est terre à terre. Maintenant, je vais aller plus loin. L'enfant lui dit, oui, j'écoute. Il lui dit d'abord, il faut que la chose existe pour qu'on puisse la nommer. Si la chose n'existait pas, on ne va pas la nommer. On ne nomme pas le nom en attendant que la chose existe. Il faut que la chose existe et ensuite on le nomme. Donc la chose est plus vieille que son nom. Son nom, c'est les traces, c'est les preuves, mais l'existence était là avant ça. L'enfant commence à comprendre. Le sage lui dit maintenant, est-ce que tu as une pensée? L'enfant dit oui, bien sûr. J'ai de la pensée, ça existe. Le sage prend un petit bol. Il lui dit, pose ici tes pensées. Je vais aller montrer l'autre pour voir s'il arrive à identifier ça. L'enfant dit, ben je ne peux pas. Il dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Dis-moi juste la couleur de ces pensées, ça me suffit. L'enfant dit, la couleur, bah, il n'y a pas. Non, c'est pas grave. Maintenant, dis-moi la forme. L'enfant dit, ben, je ne sais pas. Il dit, non, bon, c'est pas grave. Dis-moi le poids. Ben, je ne sais pas. Dis-moi l'odeur. Ben, je ne sais pas. D'accord. Dis-moi la matière qui a composé tes pensées. Ben, je ne sais pas. Et là, le sage lui pose question. Comment tu peux affirmer l'existence d'une chose qui n'est ni audible, ni visible, ni fouinable, ni touchable? Et tu affirmes que ça existe. Ce sont tes pensées. L'enfant dit, oui, je ne sais pas comment, mais la pensée, oui, existe. Et là, le sage commence à lui expliquer que les choses les plus importantes dans une personne n'est pas visible. Son âme, ses pensées, sa réflexion, ses goûts, ses sentiments, ses ressentis. Tout ça est abstrait, n'est pas palpable. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et l'enfant commence à comprendre. Mais on arrive dans un paradigme mongol. Ils disent tout ce qui n'est pas palpable, visible physiquement, ça n'existe pas. Et c'est là où on comprend son ignorance. Mais aussi c'est là où on comprend qu'il se contente des choses primaires, des choses matérielles, des choses visibles tout de suite. Et cela, ça va jusqu'au au-delà. Quand on souhaite quelqu'un qui a une religion dans un monde occidental ou oriental, on lui dit, je te souhaite d'aller au paradis. Parce que quand tu vas au paradis, tu as ça et tu as ça et tu as ça, on lui suit du matériel. Et il accepte, il suit, parce que c'est du matériel. L'Africain, non. L'Africain te dit, je te souhaite de voir la face de Dieu. Une fois que tu as vu sa face, c'est mieux que tout ce que tu peux imaginer. Donc, les autres te proposent des choses matérielles. Ça veut dire que si ces choses n'existaient pas, la personne ne va pas y adhérer. Si ces choses existent, la personne adhère. Donc la personne n'a pas de foi, mais c'est purement intéressé.
quand on dit la personne, l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, beaucoup vont démissionner. Parce que tout simplement, il n'y a plus de récompense. Toujours, ils mettent récompense devant. Tu auras ça, tu vas avoir ça, tu auras ça, tu vas avoir ça, tu auras ça. C'est le même paradigme qui produit tout ça. L'Africain ne te dit pas ça, il te dit tout simplement, je te souhaite de voir la face de Dieu. Parce que c'est lui qui sait ce qui est mieux pour toi. Et je te rassure, voir sa face est mieux que tout. Voilà ce que l'Africain dit à l'autre. Et donc, des cultures étrangères sont venues, avec leur paradigme, avec leur façon d'être. Ils ont génocidé tout ce qui était là. Ils ont dit, bon, voilà ce qui est nouveau maintenant, c'est ça. L'Africain a adhéré, tout. Il dit, avant l'arrivée de l'autre, je ne connaissais pas Dieu. Avant l'arrivée de l'autre, j'étais un animal. Avant l'arrivée de l'autre, je n'étais pas civilisé. Avant l'arrivée de l'autre, il n'y en avait rien. C'est à partir de l'arrivée de l'autre que je suis devenu ce que je suis. Et donc, c'est ce projet de société aujourd'hui que l'Occident propose, le monde entier, particulièrement l'Afrique. Jusqu'à nos prénoms. Alors qu'un prénom n'est rien d'autre qu'une identité. Je dis tel, ça l'identifie. Maintenant, on se pose une question primaire. Quand quelqu'un va à la police pour faire sa carte nationale d'identité, il n'amène pas les photos de Paul, signature de Philippe, les empreintes de Marc. Il amène ses propres photos, sa propre signature et ses propres empreintes pour que ça soit lui. Et voilà que nous, même nos prénoms n'existent plus. On prend les prénoms des autres aujourd'hui. En disant, voilà, c'est ça les prénoms. Ce qu'on avait, ce n'est pas des prénoms. Alors que ce sont des prénoms. Oui. En fait, le paradigme mongol, ça a cruauté, on va dire. Parce que là, c'est pas joli quand tu l'expliques. C'est pas joli, bien sûr. Oui. En fait, est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent que le foyer originel du peuple européen, donc mongol, est-ce que la cruauté de son paradigme, on peut expliquer par les conditions physiques dans lesquelles ils ont évolué dès le départ? Les conditions de climat extrême, la terre n'est pas fertile, il fait froid, et qu'au fil du temps, évoluer dans cet environnement, ils étaient bloqués parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Ça a développé chez eux ce paradigme-ci. Un Africain ne croit pas ça. Pourquoi? Parce que la philosophie africaine dit que l'homme n'est pas né mauvais, il le devient. L'homme n'est pas né raciste, l'homme n'est pas né mauvais, il le devient. C'est pour cela que l'Africain dit qu'il faut combattre les causes et non pas l'homme en tant que tel. On ne combat pas le Mongol parce qu'il est Mongol, il a la peau blanche. Non, on combat son paradigme, sa façon de voir les choses. On ne croit pas que parce qu'on est né dans ces conditions-là, on devient mauvais. Aujourd'hui, la condition la plus pire de toute l'histoire de l'humanité, c'est l'Africain qui vit ça aujourd'hui en Afrique. Maintenant, là, maintenant. Mais il n'y a pas de suicide en Afrique. La pédophilie, c'est maintenant que c'est commencé à aller là-bas. Congeler des bébés comme couple Courgeot que tout le monde a vu, il n'y en a pas là-bas. Et pourtant, l'Africain vit dans des conditions les plus terribles que ça. Madame Courgeot vivait en Corée avec son mari, des salaires de 50 000 € par mois. Pourquoi? Elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle a étranglé le bébé, elle l'a congelé une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Donc ce n'est pas une question de condition de vie, c'est une question de paradigme. C'est-à-dire elle, qu'est-ce que la maternité représente pour elle? Qu'est-ce que l'être humain représente pour elle? Au-delà de tout, qu'est-ce que la vie représente pour elle? C'est ça la question qu'on se pose. Et justement, quelle est la réponse que tu donnes? Un deuxième exemple, voilà, un deuxième exemple, le mois de mars dernier, on a vu un Britannique qui a été condamné parce qu'il a violé sa fille biologique pendant 37 ans et il a eu 6 enfants avec. C'est London, Angleterre, en fait, mois de mars dernier. Maintenant, la question qu'on se pose, pour lui, c'est quoi un fils, c'est quoi une fille?
C'est quoi l'amour? C'est quoi faire rapport sexuel? Qu'est-ce que ça représente pour lui? C'est aveugle pour lui, c'est flou, il ne voit pas. Il ne peut pas faire la différence entre sa fille biologique et une autre fille. Il ne peut pas faire la différence entre son fils biologique et son petit-fils. Parce que ces enfants-là, c'est leur père et leur grand-père. Il ne fait pas cette différence. Donc c'est là où ce qui est intéressant, tous ces grands philosophes occidentaux font du cinéma. Mais c'est là où ils devaient poser des questions. Les psychologues occidentaux font du bruit. C'est là où ils devaient chercher. Pourquoi cette personne est aveugle? Pourquoi il n'est pas capable de distinguer petit-fils et fils? Sa fille biologique et d'autres femmes. Pourquoi? C'est ça qu'ils devaient chercher à comprendre. Non. Tout ce qu'ils font, c'est l'Afrique. Prends l'exemple de l'anthropologie. L'Occident, partout on étudie de l'anthropologie, mais tous les anthropologues, sans exception, font leur anthropologie en Afrique. Et c'est pour cela, ils nous ont tellement étudiés, que nous, on a fini par les connaître en premier. Tellement ils nous ont étudiés, on a fini par les connaître en premier. Et c'est ça leur surprise aujourd'hui. Comment on a fait pour les connaître? Parce qu'ils nous ont tellement étudiés, ils se sont tellement intéressés à nous dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine où l'occidental n'a pas cherché pour comprendre comment l'Africain fonctionne. Tout, dans tous les domaines possibles et inimaginables. Ils ont étudié nos cultes. Ils sont venus, tous les missionnaires qui sont venus devant en Afrique, ils ont dit, on est des animistes. Ces masques-là, c'est de l'idolâtrie. Laissez ça, ça nous va conduire direct en enfer. Mais tous ces prêtres, ces missionnaires, lorsqu'ils revenaient, ils ont amené tous ces masques-là. Si c'est mauvais, laissez. Ils sont allés à nous nommer en disant que l'Africain est animiste. À l'intérieur, il y a un mot animal. L'Africain est animiste. Tu lui dis pourquoi? Il dit parce qu'il prie devant un objet. La population qu'il nomme animiste, cette population-là a la chassesse de ne pas les nommer eux. Parce que sinon la population pouvait dire, quand vous êtes devant une statue de Jésus, c'est un objet. Quand vous êtes devant la Kaaba, c'est un objet, c'est fait par la main de l'homme. Mais eux, ils vont dire que nous, on le fait parce qu'on a reçu l'ordre divin. C'est Dieu qui nous a dit ça. On le fait, ça passe à travers là. Mais ce n'est pas ça. Nos prières passent à travers ça, mais on sait que ce n'est pas ça Dieu. Mais la Kaaba est palpable. Peut-être qu'une main qui n'est pas propre l'a touchée. La preuve qu'il y avait 70 idoles à l'intérieur. Peut-être que Vatican a été souillé, les mains touchent tous les objets. Mais le soleil, aucun être humain n'a touché le soleil. C'est ça qui donne la vie, le soleil. C'est ça qui donne le jour, le soleil. Sans le soleil, la vie n'existe pas. Et quand l'Africain priait, il se mettait en face du soleil. Il sait que le soleil, ce n'est pas un Dieu, mais ça reflète la lumière de Dieu. Il se mettait en face pour prier. Et jusqu'à la preuve du contraire, l'homme n'a pas trouvé encore une chose plus lumineuse que le soleil. On a dit laissons. Ils nous ont fait abandonner ça. Aujourd'hui, c'est Vatican. Le pape en tête, qui était le responsable de la jeunesse hitlérienne, qui a toujours sa carte de membre, qui dit que c'était une erreur de jeunesse. Jusqu'à présent. Et donc, on se pose des questions, jusqu'où l'Occident veut nous amener, jusqu'où les paradigmes étrangers veulent nous amener, jusqu'où. Mais il devait quand même se poser deux questions simples. Tellement que l'homme noir a souffert, il a aujourd'hui un tel degré de réflexion et une telle capacité de compréhension qui lui permet toujours d'avoir un esprit de dépassement. C'est cet esprit de dépassement qui fait qu'il est là toujours. Parce qu'il devait non seulement disparaître, mais il ne devait même pas avoir des gens qui savent qu'il a une fois existé. Mais il est toujours là. Qu'est-ce qui fait qu'il est toujours là? Voilà la question qu'il devait se poser. La deuxième question qu'il devait se poser,
Ils ont tout pris en Afrique, ils ont amené ça partout dans le monde, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils ont resté la population la plus malheureuse de la planète. L'Afrique, avec tout ce qu'elle a perdu, ça reste la population la plus heureuse de la planète. Il n'y a qu'en Afrique qu'on chante, qu'on danse, on rigole sans savoir pourquoi. L'Africain est heureux naturellement, alors qu'il a faim, il est malade, il a soif, il est ignorant de tout, mais il est quand même heureux toujours. Pourquoi? C'est des questions philosophiques. Pourquoi? Donc, l'Afrique ne croit pas que c'est à cause de la situation géographique de la population mongole qui fait qu'ils sont mauvais comme ça. Non, c'est pas ça. Les Chinois, c'était leurs voisins, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Donc c'est un paradigme. Tellement que ce paradigme-là est poussé au comble. Un proverbe occidental dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça veut dire qu'on ne sera jamais en paix. Je dois t'attaquer. Si tu me dis qu'est-ce qui te fait, je dis mais je me défends. Parce que c'est la meilleure défense. Le proverbe occidental dit que qui veut avoir la paix prépare la guerre. Donc je dois toujours faire la guerre avec toi. Tu me dis mais qu'est-ce qui te fait? Je dis je prépare la paix. Ça c'est le paradigme mongol. C'est typiquement occidental ça. Typiquement occidental. Oui. Deux choses, juste une précision et une question. La précision, c'est par rapport à la Grèce et à l'Italie. Donc, par rapport à une population qui pouvait la vendre avant l'érection de la Grèce, comme on appelle, et l'érection de Rome, en Grèce, archaïque, parce que c'est la période où on appelle archaïque. C'était une population qui était dirigée par un homme qui s'appelait Pélados. Et donc c'était les Pélados. Et en Italie, en fait, c'était le pays s'appelait Étrurie, donc c'était les Étrusques. Et donc ils ont disparu. Maintenant, ma question est est-ce qu'on peut considérer que par rapport au fait que, comme tu disais, ils n'ont pas ou on n'a pas le occidental dans le paradigme mongol, on n'a pas dépassé, c'est-à-dire la croissance physique, c'est-à-dire l'esprit ou la culture, le savoir est resté à un état, on va dire, enfant oui. ou infantile. Est-ce qu'on peut dire que le comportement qu'on constate et qu'on a constaté dans l'histoire, que ce soit en Amérique avec les Indiens, que ce soit en Afrique avec les Africains, que ce soit en Asie, en Australie, ou en Australie aussi avec les aborigènes, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est le comportement qui est, enfin, c'est un comportement similaire à celui d'un enfant ou pas? Non, l'enfant, le comportement d'un enfant est mieux que ça. Parce que l'enfant n'a pas de la haine. C'est ça la différence fondamentale et primaire, c'est que l'enfant n'a pas de haine. L'enfant ne calcule pas comment faire du mal, comment programmer un mal. L'enfant ne réfléchit pas et crée un laboratoire et créer des chercheurs, sortir un médicament sous forme de vaccin et aller vacciner un peuple pour stériliser cette population. L'enfant ne fait pas ça. Et c'est ça le paradigme mongol. C'est-à-dire, ce pays-là, on a décidé que la population ne doit pas dépasser ça. Maintenant, on va passer par des organismes ceci, cela. On va créer un vaccin dans lequel on va stériliser la population. On va les vacciner. Ils vont tous devenir stériles. Ça a été fait en Afrique, précisément au Nigeria, que tout le monde connaît. Et ils te disent, si tu n'as pas été vacciné, tu vas tomber malade, tu vas tomber ceci, cela. Moi, je ne touche pas du bois, je dis tout simplement à mon Créateur, merci. La dernière fois où j'ai tombé malade, j'avais 8 ans. J'ai une barbe aujourd'hui. J'avais 8 ans. 8 ans. Je ne me vaccine pas. Parce que c'est une question aussi de paradigme. Prends la maladie, mets ça dans ton corps, au cas où, si cette même maladie t'attaque, tu as déjà les anticorps. L'Africain te dit, éloigne-toi de cette maladie, tout simplement.
C'est deux visions différentes. On attend d'être malade pour se soigner. On ne se soigne pas alors qu'on a une bonne santé. C'est une philosophie africaine. Le Mongol te dit, dis-moi tes amis, je te dirai qui tu es. L'Africain te dit, dis-moi ce que tu manges, je te dis qui tu es. C'est diamétralement opposé. Ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas un comportement d'enfant. Un enfant n'a pas de haine. Un enfant n'est pas raciste. Et un enfant ne prend pas tous ses mauvais côtés pour projeter ça chez l'autre. Un enfant ne dit pas que l'Africain est polygame. Il a 4 femmes. Il ne dit pas ça. Alors que, ici, il faut être monogame, épouser une femme à la mairie et avoir 10 maîtresses d'or. La personne qui est la plus censée d'avoir une moralité irréprochable, c'est le dirigeant d'un pays. Tout le peuple a pris leur destin et remis ça dans ses mains. Il est le président de la République. Parce que le peuple pense que sa moralité est irréprochable par rapport à tous les autres. Sinon, c'est un citoyen comme les autres. Et voilà, ce dernier se révèle le plus terrible, le plus malsain, le plus petit. François Mitterrand. C'est à 18 ans qu'il a présenté la bâtarde qu'il a eue avec sa maîtresse. Mazarine. Et l'Africain dit, la personne la plus proche de toi, c'est la personne qui partage ton lit. Si tu es capable de mentir cette dernière, tu es capable de mentir toute la nation. C'est une philosophie africaine. Mitterrand a menti sa femme pendant toutes ces années-là. Donc il est capable de mentir tout le pays. C'est un fait. Et Mitterrand n'est pas le seul. Pourquoi ça n'a choqué personne en France? Parce que c'est leur tradition. C'est leur mœurs. Avoir des maîtresses. Non seulement c'est normal, ce qui n'est pas normal, c'est d'en ne pas d'avoir. Ça, c'est pas normal. Et ça, ce n'est pas un paradigme africain. C'est pas la même chose. Ils disent que la femme est soumise en Afrique. Ici, elle est libre. La philosophie africaine ne voit pas ça. L'Africain ne voit pas ça de la même manière. Parce que pour l'Africain, la femme, ce n'est pas simplement un corps féminin biologiquement. Non. Ça, c'est la partie visible. C'est l'endroit où Dieu a fait son atelier, son lieu de travail. C'est dans le ventre de la femme que Dieu intervient et réside pendant 9 mois et 9 jours pour façonner l'enfant. Une fois qu'il a fini, la femme accouche. Mais bah, l'enfant est sorti. Donc, ce qui fait son corps un temple de Dieu, un corps sacré. En Afrique, l'amour est féminin. Ici, il est masculin. En Afrique, le paradis est féminin. Ici, il est masculin. En Afrique, on ne dit pas un ou une Dieu. Ici, il est masculin. Pour revenir tout à l'heure à la philosophie, la langue occidentale a nié purement et simplement l'existence de la femme. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Comment? Toutes les femmes de l'humanité, sans exception, en face de toi. Parmi ces femmes-là, il y en a une seule femme qui a un bébé, garçon. Si tu dois adresser la parole à ces femmes, tu dois dire « il », sinon tu commets une faute. C'est la règle. C'est ça le français. Toutes les femmes de l'humanité, sans exception, en face de moi, s'il y a un petit garçon, je dois dire « ils sont là » et non pas « elles sont là ». L'enfant prime sur sa propre mère. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est la langue française qui a décidé que c'est comme ça. Donc la femme n'existe pas. Et deuxième chose, on l'appelle la femme homme. Si elle dit « je suis une femme », on lui dit « contente-toi à l'intérieur de grand H », parce que c'est homme avec grand H. Mais pour l'Africain, que H soit petit ou grand, ça ne change rien. Parce que H n'existe même pas dans la langue latine. Il y a juste 70 ans qu'ils ont pris cette lettre. Et d'ailleurs, la lettre n'est jamais utilisée, sauf dans les écritures, pour distinguer.
Les habits, on met H devant, on ne le lit pas. Histoire, on met H devant, on ne le lit pas. Harmonie, on met H devant, on ne le lit pas. Donc H n'existe pas. On dit la femme occidentale de se contenter à l'intérieur d'une lettre qui n'existe pas. Les gens pensent qu'il n'y en a pas de conséquences. Bien sûr, il y a des conséquences, immédiates d'ailleurs. Études égales, diplôme égal, formation égale. La femme est payée ici, dans la patrie des droits de l'homme, 30 à 40% moins que son homologue homme. Mais si c'était ça seulement, on dit c'est que du matériel, c'est pas grave. Mais c'est pire que ça. Ici, avant que la femme soit une femme, ou une sœur, ou une mère, ou tout simplement la mère de l'humanité, ou tout simplement un être humain, avant tout et pour tout, c'est juste un support publicitaire. Voilà le premier rôle d'une femme en Occident, c'est un support publicitaire. Son corps sert à vendre des choses. Cet stylo-là, pour le vendre, j'ai besoin d'une fille, de préférence blonde aux yeux bleus, nue. Elle prend cet stylo-là, soit elle dessine sur sa cuisse ou sur sa poitrine. Là, ça marche bien. Sinon, ça ne marche pas. Voilà son premier rôle. Pour toute chose. J'ai une question, je voulais en revenir à la polygamie. Ouais. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment... Ce que tu dis est vrai, hein. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment tu peux dire que la femme est sacrée, son corps c'est le temple de Dieu, et comment un homme peut avoir 4 femmes. Ça, je comprends pas. Alors, c'est là où on regarde, est-ce que dans l'Afrique antique, l'homme avait 4 femmes ou pas? Non. L'homme avait une seule femme. L'Afrique antique, l'homme avait une seule femme. Donc la polygamie, ça arrive après. C'est venu après. Tu veux dire que c'est bien l'islam, c'est ça? Et quand c'est venu après, c'est venu. Et même quand l'islam a amené ça, beaucoup n'ont même pas compris c'était pour ça. Ils disent tout simplement, comme le péché, c'est pas bon, c'est-à-dire faire l'amour avec une fille que tu n'as pas épousée, une femme que tu n'as pas épousée, c'est pas bon. Si l'homme sent incapable de rester fidèle, il tolère qu'il épouse la deuxième femme pour éviter de faire l'amour en dehors de mariage. Une fois que l'homme a épousé cette femme, 5 ans, 10 ans, il est calme. Et s'il voit une troisième femme encore, pour éviter ça, on tolère qu'il l'épouse. Encore 5 ans, 10 ans passent, 4e femme. Et là, ils disent que l'homme maintenant à 70 ans, 80 ans, il n'a plus le temps à ça. Mais ça, c'est un paradigme étranger. L'Africain n'a pas dit ça. L'Africain a dit tout simplement qu'un homme doit épouser une femme. Et dans beaucoup de cultures africaines ancestrales, c'est la femme qui choisit son mari et non pas le mari qui choisit sa femme. Tu parles d'Afrique antique. L'Afrique antique. Sans colonisation. Oui. Oui. Moi, j'ai une autre vision qui m'a été compris par M. Cantabia. Dans un premier temps, même en Égypte, c'est pas polygamie. Et ce qu'on appelle polygamie, il faut faire la différence entre le paradigme africain et le paradigme occidental. Aujourd'hui, les gens ils prennent des femmes. Ils ont autorité sur les femmes. C'est une marque extérieure de richesse. Avant, c'est la femme, parce qu'on estime que la femme, c'est la seule qui peut permettre la continuité de l'espèce. Et la femme doit prouver, comme un arbre qui porte des fruits, qu'elle n'est pas stérile. Donc, quand la femme a eu un enfant, on va voir ça, il faut revenir avant la colonisation, quand la femme a fait la preuve qu'elle est capable de procréer, à ce moment-là, c'est elle qui va en chercher une autre. Parce que dans la démographie, la démographie africaine et mondiale, la démographie féminine montre qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Si chaque homme prend une femme, qu'est-ce qu'on va faire du reste? Le monde occidental l'a trouvé, on les met sur le trottoir, on les met dans les... Bien sûr. Maison close. On les met sur le trottoir, on fait oui, la prostitution, Oui. ou bien on les met dans des maisons, on les enferme. Or, dans le monde africain,
les femmes, comme les femmes ont constaté qu'il n'y avait plus de femmes que d'hommes, ils ont dit si il faut donner l'occasion aux autres femmes de prouver qu'elles sont utiles. Donc, utiles dans le sens qu'elles peuvent participer à la continuité de l'espèce. Donc, ce qui s'est dit, donc les femmes, quand elles ont procréé, ou tout au moins quand elles sont stériles, ça arrive aussi, elle est la première femme, elle est la première épouse, elle a prééminence sur les autres, elle n'a pas autorité, elle a prééminence, on accepte. Donc, c'est elle qui va chercher une autre femme pour son mari. Je l'ai vécu en Afrique, moi j'ai vu ça. Oui. Mais ce ne sont pas forcément des musulmans. Oui. De toute façon, chacun pourra s'exprimer. Moi, en tant qu'antillais, j'ai pas compris. J'ai été très étonné de trouver ça en Afrique. Donc, la femme africaine, la première épouse, quand elle sait qu'elle n'est pas stérile, elle a prouvé qu'elle peut participer à la possibilité de... C'est elle qui va chercher une autre femme pour son mari. C'est pas le mari qui va chercher une femme. C'est elle qui va le chercher. Et pour qu'il y ait harmonie dans ce monde-là, elle va chercher une personne qu'elle connaît, qu'elle estime. Ça sera une sœur, ça sera une amie, et tout ça. Voilà la vraie polygamie africaine. Oui. Mais c'est ce que les gens appellent polygamie, du monde occidental appelle polygamie, ce n'est pas la polygamie africaine. C'est l'Africain qui a inventé la polygamie. Et la polygamie, c'est ça. Mais aussi, non seulement c'est ça, mais aussi la chose qui prouve ça, c'est que la population occidentale, c'est-à-dire mongole, que ce soit viking ou celte, aucun occidental, et sans exception, ne peut apporter une preuve matérielle ou historique de l'existence d'une célébration d'un seul mariage lorsqu'ils habitaient en Mongolie. Notion même de mariage, ils ne connaissaient pas lorsqu'ils habitaient en Mongolie. Notion de royauté, ils ne connaissaient pas lorsqu'ils habitaient en Mongolie. Notion de société, de juste l'organisation, ils ne connaissaient pas lorsqu'ils habitaient en Mongolie. C'est lorsqu'ils sont venus ici sur cette terre qu'ils appellent aujourd'hui Europe et qu'ils ont découvert Grèce, et c'est là où ils ont vu tout ça, et c'est à partir de là qu'ils ont réorganisé, essayé de réorganiser leur façon d'être, leur pensée, et à partir de là, ils disent qu'ils sont issus de la culture gréco-romaine. Et pour preuve, ils sont revenus à leur culture ancestrale. Avant, on appelait la France la fille aînée de l'Église, tellement qu'il y en avait partout. Aujourd'hui, on prend 100 Français, les 99 vont dire « je ne crois en rien ». Ils sont revenus sur leur culture ancestrale. Ils ont fait la séparation entre l'Église et l'État. Ils ont dit « ça c'est l'Église, c'est sacré, ça c'est l'État, c'est profane ». Alors que c'est l'État qui a le pouvoir de gérer la vie des gens. Dans l'Égypte antique, il n'y en avait pas cette possibilité. Je ne dis même pas que ça n'existait pas, mais la possibilité seulement, il n'y en avait pas. On ne peut pas séparer ça, il n'y a pas de place pour le profane. Donc tout doit être l'intérêt de l'homme. Ça ne doit pas être contre l'homme. Et donc aujourd'hui, le monde occidental a repris la culture de ses ancêtres. Dieu, on n'en a rien à faire. Religion, on n'en a rien à faire. Ni maître, ni Dieu, ni ceci. On se croit en nous-mêmes. Et aussi, ils veulent décider, c'est déjà décidé, peut-être que d'ici 50 ans, ils ont décidé de supprimer le mariage purement et simplement. Ils ont gagné première phase. Dieu n'existe pas, ils ne sont plus chrétiens, les églises c'est devenu musée aujourd'hui. Sinon, il y a quelque chose quand même qui est extraordinaire. Si on décide que cette église, c'est la maison de Dieu, et c'est la plus grande du pays, et que tout le monde doit venir prier, pourquoi mettre des tickets d'entrée devant la porte? Notre-Dame de Paris, enfin ils disent Notre-Dame, c'est leur dame, mais ils disent aujourd'hui Notre-Dame pour tout le monde. Pourquoi il faut payer pour pouvoir rentrer? C'est devenu des musées aujourd'hui. Et ils ont décidé aussi, le mariage, ça n'existe pas. Parce qu'ils n'en connaissaient pas. Donc ils ont essayé, pendant quelques siècles,
gré ou de force. Maintenant, ils ont abandonné, ils ont dit qu'on n'en veut pas. Ils ont décidé de vivre comme leurs ancêtres vivaient. Et c'est ça aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir. Oui. J'ai une question sur la polygamie rapidement. Tu as dit tout à l'heure, est-ce que c'était par rapport au Sunna et à Hadith, ou est-ce que c'était par rapport au Coran écrit, ou est-ce que c'était par rapport à la tradition orale Alors, c'est-à-dire, quand je parle de ça, Sunna ou Hadith, je ne parle pas de croyance, je parle de ce que le Coran dit. Donc, ça, c'est ce qu'il dit, ce que Sunna dit, ce que Hadith dit. Alors, Hadith veut dire les conversations, c'est-à-dire quand Mohammed faisait des conversations avec les gens ont retenu, d'autres ont écrit, c'est ça qu'on appelle Hadith. Sunna, c'est sa façon de vivre lui-même, son comportement quotidien de tous les jours, c'est ça qu'on appelle Sunna. Faril, c'est ce qui est écrit dans le Coran qui est dit, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser, il n'y a rien à modifier, c'est ça. Alors, donc par rapport à polygamie, pour Sunna, c'est accepté jusqu'à 4 femmes officielles, ça je parle du monde musulman, jusqu'à 4 femmes officielles et éventuellement 1 ou 2 femmes franchies, qui étaient esclaves, franchies. Maintenant, pour Faril, il n'est pas dit que l'homme doit avoir 2 femmes. Il est dit l'homme doit se marier s'il n'est plus mineur. La femme doit être mariée si elle n'est plus mineure. Donc ça désigne une femme. Mais, comme toute religion, on utilise sa propre culture pour la pratiquer. La question qui se pose pour l'Africain, est-ce qu'il est possible d'avoir une pratique religieuse en dehors de ma culture, en dehors de ma langue, en dehors de mes coutumes, en dehors de mes traditions? Est-ce qu'il est possible d'abandonner tout ça et avoir une pratique religieuse? La réponse pour l'Africain, c'est non. Ce n'est pas possible pour moi d'avoir une pratique religieuse en dehors de ma langue, mes cultures, mes traditions et mes coutumes. Et donc l'arabe a appris ses coutumes, ses traditions à lui. C'est avec ça qu'il a pratiqué la religion. Et l'occidental, quand le christianisme est venu, ce n'est pas lui qui est devenu chrétien, mais c'est le christianisme qui est devenu occidental. Il a occidentalisé le christianisme. Il a traduit ça dans sa langue. Et il prie dans sa langue. Et le christianisme dit que le porc, vivant ou mort, il est interdit même de le toucher. Toucher. Mais ce n'est pas leur culture. Eux, ils mangent du porc. Donc le christianisme est devenu européen et le porc n'est pas interdit. Le christianisme dit que la circoncision est obligatoire parce que le père du christianisme, c'est Jésus. La culte de Jésus vient des anciens égyptiens, que ce soit judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit christianisme, tout c'est là-bas. Et donc, la circoncision est obligatoire pour un homme. Et eux, dans leur culture, ils ne se circoncisent pas. Donc, le christianisme est devenu occidental, et ce n'est pas obligatoire de le faire, c'est même pas souhaité. J'ai une conception par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'à l'époque, en fait, c'est Constantin, comme il a vu que les Juifs continuent à pratiquer leur culte dans sauter, les personnes ne savaient. Il a décidé, en fait, que le mot christianisme n'existait pas, il a décidé en fait de christianiser, enfin de créer ce mot-là pour l'adapter en fait à sa population, à sa société. C'est un mot qui a été créé par Constantin. C'est important en fait de mettre une contribution par rapport à ce que disait François et pour répondre à une question. Par rapport à la polygamie, en Afrique, comme les gens vivent en fait tous ensemble et qu'ils ont des liens entre eux, quand une femme devient veuve, c'est ce que disait Tony Fopoli, on ne peut pas la laisser toute seule. Donc elle, et reste dans la maison. Elle va pouvoir rentrer, même si elle ne couche pas avec le mari, mais qu'elle puisse rentrer en cette famille-là, pouvoir vivre avant. On ne laisse pas les gens tout seuls en Afrique. Ils ont besoin de vivre les uns, enfin on a besoin de vivre les uns avec les autres. On ne peut pas dire à telle personne tu restes là. Et pour ça, souligner ça, dans la philosophie africaine, dans la culture africaine, nous on appelle ça de notre côté Bogol, c'est-à-dire lien. On appelle ça lien. C'est-à-dire, il n'est pas bon ni souhaitable dans la culture africaine une personne majeure célibataire. Ce qui fait qu'une dame peut avoir 90 ans. Elle a 90 ans. Son mari est décédé. On dit il faut chercher un lien. Parfois, dans un autre village, on choisit un homme
un homme dit oui, j'accepte de prendre le lion. C'est-à-dire, officiellement, on dit qu'ils se sont mariés, parce qu'elle doit rester mariée jusqu'à sa mort. Mais, toute leur vie, ils ne vont jamais se voir. Ou bien, il n'y en a pas, elle propose son petit-fils d'accepter le lien, c'est-à-dire les fils de ses enfants. Il dit, oui, grand-mère, j'accepte le lien. C'est fait officiellement, symboliquement. Et c'est tout. Le but, c'est qu'elle doit mourir avec un lien. Elle ne doit pas rester seule. Elle ne doit pas se sentir isolée. C'est ça qu'on appelle là-bas le lien. C'est-à-dire la personne, et d'ailleurs cette pratique a été reprise lorsque l'islam est venu. L'islam a repris cette pratique-là. Ils disent, pour qu'une femme puisse aller pèleriner à la Mecque, il n'est pas souhaitable que la femme parte célibataire. Donc, elle cherche ça symboliquement. Dès que l'homme accepte de prendre le lien, elle part. Ça. Donc ça, c'est une culture africaine qui a été reprise. On peut même expliquer ça par il y a un proverbe européen qui dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc quand tu te retrouves tout seul à rien faire, oui, tu commences à développer des choses, on va dire, plus ou moins négatives. Donc, le fait de te retrouver avec d'autres personnes, tu n'as pas le temps à profiter de ça. On voit par exemple ça avec les jeunes des banlieues, quand tu fais rien de toute ta vie, tu passes ton rien faire. Mais bien sûr. Tu développes des vices. Mais bien sûr. Quand tu es avec les gens en communauté, tu parles, tu échanges, tu parles de tes problèmes, tu as plus de chances d'être en paix et en harmonie. Et c'est pour cela qu'on n'a pas de psychologue, on n'a pas besoin. C'est pour cela qu'on n'a pas des gens qui découpent leur mère biologique dans une pièce et ne se rendent même pas compte. On leur dit, mais vous avez fait ça. Ils disent, mais c'était quand? Il y a un nom. Ils les appellent... ils font le crime, mais ils ne se souviennent pas. Schizophrénie. Ça, il n'y en a pas en Afrique. Suicide, il n'y en a pas. Moi, j'ai jamais vu suicide de ma vie en Afrique. Jamais vu. Il n'y en a pas. Parce que l'organisation de la société ne permet pas que l'individu s'isole tout seul, accumuler ses problèmes jusqu'à arriver en là. Ça ne permet pas. C'est la défaite, c'est une honte pour toute la société, c'est une grande remise en cause. Donc ça n'existait pas. Elle ne m'a jamais rappelé, parce que j'allais déjà commencer par une chose. Parce qu'ils nous ont tout dit, j'allais commencer par là. Leur sexualité. C'est que beaucoup d'anthropologues ne parlent pas. Beaucoup d'historiens ne parlent pas. Ils ne parlent pas la population coloniale, les premiers exploitateurs, évangélistes, quand ils ont arrivé en Afrique, leur vision sur la sexualité en Afrique, c'est la chose qui leur posait plus au problème, au-dessus de tout. Eh bien, nous aussi, on connaît leur sexualité. On parle de leur sexualité. La Chine, c'est la population la plus nombreuse du monde. Les bébés chinois ne sortent pas des machines à café. Ils sortent des ventres des femmes. Ces femmes-là ne tombent pas seules enceintes. Elles font l'amour. Mais les Chinois n'ont pas fait beaucoup de bruit sur ça, sur la sexualité. L'Inde, c'est la deuxième population du monde pareil. Donc, il n'y a que l'Occident, qui représente 0,8% de la population mondiale, qui fait tout ce bruit sur ça. Mais il est temps, c'est eux qui nous ont attirés, c'est eux qui ont attiré notre attention sur leur sexualité. Eh bien, c'est parce que physiquement, ils ont cette incapacité physique de le faire comme il faut, cette frustration d'être incapable de le faire comme il fallait, c'est cette frustration qui fait qu'ils veulent projeter ça chez les autres. Que l'humanité tout entière doit adopter leur mode de sexualité. Dans la philosophie africaine, la langue est faite pour distinguer les goûts. Ce qui est bon pour le corps, ce qui est mauvais, ce qui est poison, ce qui n'est pas, ce qui est dangereux pour la personne, ce qui ne l'est pas. Ça, c'est la partie profane. Mais au-delà de tout ça, c'est avec la langue qu'on communique, c'est avec la langue qu'on prie, c'est avec la langue qu'on prononce les versets sacrés, c'est avec la langue qu'on s'adresse à Dieu. Donc, une langue n'est pas faite pour sucer le pénis d'un homme, pour lui rendre érection. Une langue n'est pas faite pour lécher le sexe d'une femme. L'Africain n'a pas ce problème-là. Rien que d'y penser, il a l'impression qu'il y a 10 bébés qui jouent entre ses jambes, alors qu'il n'y a aucun bébé. C'est son sexe. L'Africain n'a pas besoin de ça. Et l'Occident l'a vu, et il le sait. Et ça lui pose un gros problème, un complexe d'infériorité. Que l'humanité tout entière
doit adopter cette loi. Non. L'humanité n'a pas adopté ça. Ils ont leur façon de faire qu'ils gardent pour eux. Ils laissent les autres comme ils sont. La sexualité n'est pas mise au grand jour comme ça, pas comme écran de cinéma. Non, c'est sacré, c'est personnel, c'est intime. Ça doit être propre, avec beaucoup de respect. Car c'est là où la vie est née, c'est là où Dieu intervient. C'est rencontre entre l'esprit et la matière. Et donc, on va leur parler de ça, avant de leur parler pourquoi on pratique l'excision. On va leur rappeler de ça. Qu'est-ce qui est plus humiliant pour une femme, la mère de l'humanité, de se baisser devant un homme, agenouillé, sucer son pénis jusqu'à l'éjaculement total, et parfois même elle avale. Qu'est-ce qui est plus humiliant que ça? Qu'est-ce qui est plus... C'est quelle culture ça? C'est quel paradigme? C'est quelle civilisation? Et ces pratiques-là, c'est cette pratique-là qu'ils veulent que ça soit universel, que l'humanité tout entière doit faire ça. Quelle est la civilisation qui veut on amène une femme, la mère de l'humanité, deux hommes à la fois? Pendant qu'elle est là, quatre pattes comme un animal, sexe d'un homme dans sa bouche, deux sont derrière elle. Quelle est cette civilisation? Quelle est cette culture? C'est étrange pour nous. On ne connaît pas ça. Qu'ils gardent pour eux. On n'a pas dit que c'est bon ou mauvais, mais qu'ils trouvent le minimum de dignité et un minimum de chassesse pour garder ça pour eux. C'est tout ce qu'on leur dit. Qu'ils gardent pour eux. L'humiliation de la femme, on sait ce qu'ils ont fait. On connaît. Ils ne nous donnent pas des leçons en matière de ça. Alors que nos ancêtres, ce n'était pas ça. Je donne juste un exemple. Quand Moïse a fui l'Égypte, il est venu en Éthiopie, dans la région où la ville de Bahar Dar se trouve aujourd'hui, à côté du lac Tana, près d'un puits. Il a trouvé 7 filles en train de puiser de l'eau pour donner les moutons et les chèvres. Il les a aidées. Ils sont allés parler ça à leur père, Yétor, qui était un grand prêtre dans les temples d'Égypte. Et donc, le père a dit, allez-y, appelez cet étranger, dis-lui de venir, car c'est une personne bien. Parce que vous avez dit, non seulement il y a des bandits qui voulaient vous agresser, il vous a épargné, mais aussi il a puisé de l'eau pour vous, après il a puisé de l'eau pour donner les moutons et chèvres aux délinquants qui voulaient vous agresser. Donc il a fait la différence entre l'animal innocent et son propriétaire. Il y avait du vent, donc naturellement, pour conduire Moïse chez eux, ils se sont mis devant. Moïse les a suivis. Moïse a constaté qu'il y avait du vent qui soulevait leur robe, leur paille. Moïse a dit arrêtez-vous. Il a pris des cailloux, il a donné la fille la plus grande. Il dit moi je vais me mettre devant. Si je dois continuer, jette un caillou devant. Si je dois tourner à gauche, jette à gauche. Si je dois tourner à droite, jette à droite. C'est comme ça qu'ils ont guidé Moïse jusqu'à l'intérieur de la maison. Pourquoi Moïse a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas voir leur nudité. Pour le respect dû aux femmes. Et tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, pour vendre Orangina, vous avez tous vu la publicité Orangina. Pour vendre Orangina, non seulement on utilise le corps féminin, mais on pense que ce corps a un visage humain. Ça gêne. Il faut enlever complètement la tête, mettre gazelle à la place, ou girafe avec des sabots et un queue. Rien que pour Orangina. Ça ne vaut pas le coup. Pour vendre Orangina, on est arrivé à là. Quel est ce problème? Quelle est cette culture? Quel est ce paradigme? Quelle est cette civilisation? C'est ça qu'on appelle un peuple cultivé, civilisé, éveillé. Et mais qu'ils gardent pour eux. Mais comme ils n'ont pas la chassesse de le faire, ils veulent propager ça partout dans le monde. Uniformiser l'humanité. Le jour où ça arrive, c'est la fin de l'humanité. Prends un exemple en PD. Le PD, tu le regardes, il dit « Oula, tu es homophobe, tu n'aimes pas les hommes. » Alors que lui,
Tellement il déteste les hommes, il a décidé de renoncer d'être un homme. Il n'y a pas pire. Lui, il a complètement renoncé d'être homme. Est-ce qu'on peut détester homme à ce point-là? Il te dit non, tu ne nous aimes pas. La question qu'on se pose, on la pose aussi à l'Église. Supposons que tous les hommes de la planète viennent au Vatican. Ils disent, Joseph Ratzinger, le pape actuel, on est venu pour devenir catholique. Il va dire oui, c'est un jackpot. Tous les hommes du monde sont venus pour devenir catholiques. Une fois qu'ils sont convertis mercredi, demain jeudi, tous les hommes reviennent. Disent, on a réfléchi hier nuit, on a décidé le mieux c'est de servir l'Église. On est tous devenus, on est venus pour devenir des prêtres. Il ne peut pas dire non. Les hommes de la planète tout entière deviennent des prêtres. Combien de temps l'humanité a pour exister? 50 ans maximum. Il n'y a plus de production, procréation. Et ça, c'est même si les femmes ne deviennent pas des sœurs, rien que les hommes. Maintenant, la question que l'Africain se pose, la philosophie africaine se pose, une religion qui n'est pas capable d'assurer la pérennité de l'homme, comment cette même religion peut promettre à l'homme d'un futur meilleur, au-delà? C'est la même chose pour les PD. Si tous les hommes disent, nous aussi, on va y devenir. Toutes les femmes des lesbiennes, 50 ans, c'est la fin de l'humanité. Donc voilà. Aujourd'hui, quand tu vas à Pigalle, il y a des pénis plastiques sur les rayons qu'on vend, les femmes achètent. Parfois, ça vibre. Ils mettent des piles, ils mettent à l'intérieur de leur corps et ça vibre. Et il y a aussi des poupées, c'est comme forme de fesses de toutes sortes que les hommes achètent pour aller faire l'amour avec. Faire l'amour avec. Ça, c'est ici, c'est maintenant. Parce qu'en fait, l'Africain avait compris, voilà. le avait compris que cette notion de plaisir pouvait devenir en fait une source de désordre au niveau de la société, puisque l'individu allait finir par se tourner uniquement vers lui-même. Oui. En se tournant uniquement vers lui-même, on voit ça s'appelle aujourd'hui. Mais oui, oui, vite fait. Ouais, en fait, on attribue tout ça, tu sais, ce qu'il y a en Inde, là, Oui. les Kamasutra, tout ça. Oui. On attribue ça, on dit que c'est d'origine kamite. C'est des techniques, donc c'est un rapport au plaisir. Lui, il dit que le plaisir, c'est pas bien vu chez nous. Non, c'est le côté négatif du Non, plaisir. non. C'est-à-dire que faire l'amour, ça crée des énergies. Les documents qui Mais ça crée des énergies. Mais Non, tu sais. ça crée des énergies faire l'amour, mais cette énergie peut te servir pour grandir spirituellement. Il ne faut pas que dans ta vie, on va dire physique et matérielle, elle t'engraine dans les choses en fait, qui peuvent te détourner de la spiritualité. Il y a deux choses. Mais aujourd'hui, ils sont allés même jusqu'à aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des laboratoires. La femme, elle vient, on les présente un catalogue. Non, un catalogue. Il choisit son futur bébé. Des yeux bleus, des yeux verts, cheveux ceci, cheveux cela. Après, parce qu'il y a des hommes qui sont venus, qui ont été payés, qui ont éjaculé. Ils ont pris les spermes, ils ont mis dans des choses, ils ont congelé. Donc, ils prennent juste, ils décongèlent, ils mettent une aiguille, ils placent dans le ventre de la femme. Et elle part. Donc, elle dit qu'elle a fait son bébé à elle tout seule, sans homme, sans souci. Elle a acheté le sperme, elle l'a placé, elle est partie. Voilà, leur humanité est arrivée aujourd'hui. Et mais c'est ça qu'ils veulent maintenant amener par tout ça. Ils n'ont pas la chasesse. J'aimerais bien voir les Platon et compagnie, tout ça, leur existence. Pour leur dire juste, trouvez minimum de chasesse et un peu de dignité que vous n'avez jamais eu dans toute votre existence, de garder ça pour vous. Gardez ça tout pour vous. Oui. Moi j'ai une question, c'est un petit peu donc tu nous as expliqué clairement que... Plus fort. À travers le... Comment dire non, c'est par rapport à la philosophie. Donc la philosophie, donc c'est... Dans le paradigme africain, donc c'est... on apprend. Oui, la philosophie africaine, c'est-à-dire on n'apprend pas la chasesse, mais on s'efforce à être dans, c'est-à-dire le vivre. Ça ne sert à rien pour l'Africain. L'Africain te dit, ça ne sert à rien de s'asseoir et apprendre toute la chasesse. Ce qui te servent par contre, tend vers la chasesse. Toi-même, essaye d'être sage. C'est ça qui va te servir la société dans laquelle tu vis. D'accord. Donc tu nous as clairement expliqué dans l'exposé que le paradigme occidental est un paradigme qui est malade.
Malade. Malade. Oui. Ils rendent toute l'humanité malade. Donc en dehors du paradigme africain et de la sophia, de la philosophie africaine, est-ce qu'il n'y a pas d'autres peuples, parce qu'en fait il y a plusieurs variétés biologiques humaines, d'autres peuples en dehors de l'africain qui puissent en fait emmener une modification positive? Oui, c'est possible. Mais tout simplement, non seulement c'est possible, c'est pour cela l'Africain dit tout simplement, il n'a pas l'intention ni la prétention de dire que c'est lui le modèle de l'humanité. Il dit tout simplement, voilà ce qu'on propose, voilà ce qui était là. Ça ne veut pas dire qu'on est les seuls. Je t'ai dit tout à l'heure que la première chose qu'une connaissance va servir à la personne qui la détient, c'est de lui faire prendre conscience de son ignorance. Donc l'Africain ne dit pas que c'est mon modèle qui est le meilleur. Il sait que d'autres choses existent. Il le sait déjà. Mais, prends l'exemple, lorsque tu as des enfants, ton fils aîné est né. Est-ce que tu vas dire, je ne vais pas entamer l'éducation de mon fils aîné, je vais attendre que le dernier soit né? Non, je commence par le premier. Tu commences par le premier. Eh bien, c'est la même chose. Aucun peuple n'a apparu sur la planète avant l'homme noir. Donc, ce n'est pas que l'homme noir dormait jusqu'à fin des temps, à l'apparition des autres peuples. Ces autres-là viennent nous dire maintenant, venez, grand-père, grand-mère, on vous montre c'est quoi. Non, on les a mis au monde. Si on était sauvages comme il le décrit, on ne les allait pas les mettre au monde. Le jour où on les a mis au monde, on les mangeait directement. Parce qu'ils disent qu'on est des cannibales, des sauvages, des ceci, cela. Mais quand même, on les a mis au monde. On a eu l'intelligence de les mettre au monde et de les laisser vivre. Ils ne tombent pas du ciel, ils ne viennent pas d'autres planètes, ils viennent de nous. Voilà, les grands philosophes, c'est eux. La danse classique, c'est eux. La beauté, c'est eux. La famille, c'est eux. L'heure universelle, c'est la leur. Et Dieu, c'est eux. On peut aller dormir alors. Donc nous, on est où dans cette affaire-là? On est nulle part. Et c'est pour ça donc on se raccroche à leur expérience, on se raccroche à leur modèle, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut exister. Si en dehors de l'Europe, on ne peut pas exister, on ne peut pas être humain. Notre humanité s'affirme par le biais de l'Europe. Voilà. Et nous, on est muselés. On ne parle plus, on n'existe plus, physiquement certes, mais on n'a plus rien à dire en tant qu'Africain. Alors je vais un peu vite. Waouh! Tu vois ça un peu? C'est très bien. La carte de la France sur la bouche, muselée. Vous voyez?